Monsieur Pape Goumbolo, vous êtes directeur général du CEREC, qui est l'objet justement de notre démarche, puisque l'érection de ce CEREC en laboratoire national de référence va être un événement au Sénégal dans la recherche de la qualité et de l'excellence. La structure que vous dirigez va connaître une mutation profonde qui rejoint un rêve que vous aviez formulé lorsque vous êtes arrivé ici il y a déjà 9 ans. Pouvez-vous nous expliquer les motivations et les justifications de cette option stratégique? Depuis 8 à 9 ans que je suis là, on s'est rendu compte que dans le domaine du BTP, il y avait un manque dans le domaine de la mise en œuvre de la qualité des routes, la qualité des bâtiments. Vous vous rappelez, beaucoup de bâtiments tombaient régulièrement, des routes étaient mal faites. Et on s'est rendu compte que les gens ne prenaient pas en compte la nature du sol, les procédures dans lesquelles il fallait passer pour choisir les matériaux de qualité qui varient d'une région à l'autre. Et surtout, les méthodes de mise en œuvre avec les techniques et surtout la caractérisation des matériaux. Et j'ai partagé beaucoup de solutions avec le CNP, avec des techniciens de très haut niveau. Et on s'est rendu compte qu'il fallait qu'il y ait un pilote, un maître à bord. Et ce maître, il existait déjà. Le CEREC avait été le laboratoire des travaux et du bâtiment depuis la France. Et le CEREC a eu de vieux jours qui sont glorieux. Maintenant, il fallait remettre tout ça dans l'ordre parce que, à partir de ce moment, la libéralisation abusive avait même promis de vendre le CEREC. Et il fallait donc non seulement arrêter la privatisation, mais faire du CEREC quelque chose qui puisse superviser au nom de l'État et au nom de toutes les entreprises qui voulaient faire de la qualité, superviser cette qualité. Alors, on peut imaginer que la promotion du CEREC comme laboratoire de référence répond à un intérêt général, mais ne répond pas forcément aux intérêts particuliers qui gravitent dans les professions. Comment avez-vous fait comme plaidoyer pour pouvoir convaincre l'ensemble des parties prenantes à ce que l'intérêt général prévale sur les intérêts privés? Comme on dit, qui veut être leader est forcément, comme on dit en anglais, if you're gonna lead, you're gonna deal. Donc, le deal et le lead, c'est la même chose. Donc, il faut partager, pour avoir tout le monde, il faut partager les préoccupations de tout le monde. Les préoccupations de tout le monde, qu'il soit particulier ou État, c'est d'avoir la qualité au moins de coût. C'est d'avoir la qualité de façon durable. C'est d'avoir la qualité qui puisse satisfaire aux clients. Et donc, quel que soit l'intérêt particulier, même si on a des intérêts pécuniaires à côté, l'essentiel c'est la durabilité. Donc moi j'ai travaillé sur la durabilité, j'ai été très patient pendant 8 ans, je me suis battu d'abord tout seul, ensuite avec quelques directeurs, ensuite avec les ministères de tutelle et d'autres ministères. J'ai pas hésité à aller voir le ministère de la Construction, le ministère de l'Environnement, le ministère de la Fonction publique, les ministères intéressés, Éducation nationale et Enseignement supérieur, pour leur montrer qu'ils ont intérêt à faire des bâtiments qui coûtent moins cher, qui coûtent ce qu'ils doivent coûter au vrai sens du mot, et qui puissent utiliser aussi des matériaux locaux et qui puissent créer des emplois. Donc, fort près de ma qualité de chercheur, j'ai convaincu d'autres chercheurs pour qu'on puisse se mettre autour de programmes comme le programme de valorisation des matériaux locaux, le programme de protection de la côte, le programme de mise en œuvre d'ouvrages de qualité, etc. Et petit à petit, donc avec la patience et surtout avec le support non moins négligeable du président de la République, qui lui-même est un ingénieur, qui a maîtrisé la géotechnique d'abord au CEREC et qui a partagé de réaliser un vieux rêve qui est d'avoir le laboratoire national de référence. Nous partageons donc ce rêve ensemble et je pense que nous allons réaliser ensemble. On peut dire que les dés sont jetés, ça va se faire. Maintenant, les conditions du succès pour que cette mutation, pour que l'essai soit transformé, quelles sont les positions que les différents acteurs doivent adopter en termes de comportement et en termes de contribution? Tout ça, je pense que l'étude qui a été commandée par le ministère et qui a été réalisée dans le cadre du PADMUR par SCAT International et ses partenaires internationaux a fait un diagnostic très clair de l'état des lieux, partagé avec tous les acteurs, ça a été partagé avec tous les acteurs depuis le début, validé par les acteurs, et donc je pense que aujourd'hui la balle est dans notre camp commun. Il faudrait que tout ce qu'on a partagé, tout ce qu'on a validé, qu'on puisse ensemble le mettre en œuvre. Et ensemble le mettre en œuvre, on a même mis un comité transversal dans lequel il y a le ministère, les techniciens et tous les acteurs pour faire en sorte que les laboratoires soient homologués. Et on a défini les conditions dans lesquelles le CEREC va travailler avec le comité d'homologation, qui est un comité dans lequel le CEREC va jouer peut-être le rôle
de bras techniques, mais il y aura tous les ministères intéressés et tous les acteurs des BTP. Au-delà du Sénégal, il y a aussi la perspective que le CEREC devienne un pilote. Dans le cadre de l'UEMOA, quelle stratégie pensez-vous adopter pour atteindre cet objectif et cette opportunité? C'est toujours la stratégie du leadership. C'est-à-dire que le CEREC a joué un rôle dans le temps, le Laboratoire national de travaux du bâtiment dans la France a joué son rôle du Sénégal jusqu'au Tchad. Et ce rôle-là, il est reconnu partout. Tous les laboratoires qui sont dans les pays de l'UEMOA sont des laboratoires qui viennent plus ou moins de ces structures-là. Et compte tenu du fait qu'on a déjà toute la base de données de l'Afrique de l'Ouest au CEREC, et là, je vois encore des études qui ont été faites à Fort-Lamy, à Haute-Volta, au Dahomey, les données sont là. Le CEREC a déjà toute la base de données pratiquement de l'UEMOA. Et si on les partage avec les autres laboratoires de l'UEMOA, on pourrait jouer un rôle de leader ou bien un rôle d'impulsion pour que les laboratoires au niveau de l'UEMOA soient des laboratoires qui travaillent ensemble. Les perspectives d'avenir, comment voyez-vous, je ne dirais pas la relève, parce que maintenant que ce laboratoire va arriver à ce stade, qu'on ne vous parle surtout pas de prendre du recul et d'aller à la retraite, mais comment voyez-vous justement pour les 20 prochaines années le renforcement de capacités, la formation et l'érection d'une nouvelle génération de techniciens qui seront au diapason des nouvelles ambitions du CEREC? Voyez-vous, on a déjà commencé. Moi, je suis formateur de métier. Et dès que je suis arrivé, j'ai dit, en fait, l'émergence du CEREC commence par les jeunes. C'est les jeunes qui vont émerger. Nous, à notre âge, on va encadrer l'émergence. On a commencé à encadrer des jeunes ingénieurs pour qu'ils puissent passer docteur, ingénieur. Le cas le plus expressif, c'est la directrice technique du CEREC, qui est aujourd'hui docteur, ingénieur, et qui a travaillé sous mon encadrement dans un programme lié à une problématique de recherche du CEREC. Et aujourd'hui, j'ai 5 autres ingénieurs qui, dans les 2 ans, je dis, dans les 2 ans, on ne peut pas avoir un laboratoire national de référence sans qu'il y ait des chercheurs de référence, sans qu'il y ait des chercheurs qui soient au même niveau pratiquement que les universitaires, et qui aient la pratique de terrain de 10 à 15 ans au CEREC. Donc j'ai 5 thèses qui vont être encadrées dans les 2 ans, 3 ans, des thèses qui vont s'attaquer aux problématiques des matériaux locaux, aux problématiques de la mise en œuvre des chaussées bitumineuses, etc. Donc, tous les grands programmes de recherche du CEREC sont aujourd'hui visés par des thèses et des mémoires en master. Ça veut dire que la relève, en plus du matériel qu'on va avoir, c'est la relève au plan recherche, au plan pratique et au plan de la mise en œuvre des résultats de ces recherches qui va propulser le CEREC. Pour conclure, nous sommes au pied de la falaise, bien armés. L'institution sera en place, les compétences seront là, les moyens seront là aussi, puisque la volonté affirmée par le président de la République est très claire. Maintenant, comment faire pour garantir que la réglementation soit appliquée à sa juste mesure? Parce que la grosse difficulté au Sénégal, c'est d'une part les textes, mais c'est surtout l'application des textes. On se rend bien compte que très souvent, les gens prennent des libertés avec la réglementation. Comment pouvez-vous pousser à ce qu'il y ait une application plus rigoureuse justement des recommandations et des conseils que vous allez promulguer? Tout ça, c'est le comité d'homologation du CEREC. Il faudrait aussi que le CEREC puisse se mettre aussi à un niveau d'accréditation qui puisse lui permettre de faire appliquer la réglementation. Il faut d'abord que nous-mêmes, avant de balayer chez les autres, qu'on balaye devant chez nous, qu'on soit propre et les autres à balayer. Donc le CEREC lui-même va se mettre en position d'accréditation et après va permettre d'accréditer les autres. Mais tout ça va se faire dans le cadre de la réglementation qui sera défini par le comité d'homologation. Et ce comité d'homologation-là, c'est pas seulement le CEREC, c'est l'ensemble des ministères techniques, y compris aussi le ministère des Finances, et l'ensemble des autorités, que ce soit à la présidence ou au niveau du Premier ministre. Donc, la réglementation, elle est déjà sur place, et le fait que le CEREC soit érigé en laboratoire national et soit accrédité permettra de faire avancer tout ça. Merci beaucoup, professeur.